Allez, nous allons passer une petite demi-heure ensemble pour le chapitre concevoir un projet architectural avec Revit. Alors, hop, c'est parti. Alors Revit, bien entendu, logiciel de conception de maquettes numériques. Alors l'idée qui a été qui va être présentée plutôt, c'est pendant cette demi-heure donc expliquer les différentes thématiques importantes pour démarrer un projet Revit. Alors les méthodes de partage de vos études, sujet je dirais de consultation, je dirais primaire, connaître un petit peu les intervenants donc nécessaires à la collaboration donc d'un projet architectural, et l'idée de pouvoir se poser les bonnes questions de départ, c'est d'optimiser un petit peu vos actions, vos missions, vos tâches à l'intérieur donc de ce projet, donc uniquement déjà dans ce domaine architectural. Vous allez voir que il est nécessaire de couvrir donc tout un spectre de contraintes techniques et de les appliquer directement donc à la maquette numérique. Alors, on verra que l'environnement d'Autodesk Revit vous aidera justement à faire ressortir l'expérience de chacun, collaborer sur un projet, donc à travers donc différents espaces, que ce soit donc interne ou externe donc à l'entreprise. Et l'idée est de vraiment faciliter, comme dire, donc la communication au sein de l'équipe. Donc pour cela, nous avons différentes plateformes, différents sujets. Donc déjà, à commencer par Revit, le mode collaboratif natif existe. Vous pouvez passer par votre intranet, donc à savoir un serveur. Vous avez vos stations connectées donc à un serveur. Vous êtes dans votre entreprise, vous avez moyen donc d'échanger vos données directement. Revit vous facilite ce côté multi-user, donc de façon native, sans investir, comme dire, donc de matériel supplémentaire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi la couche extranet, en passant par Revit Server, qui est un outil gratuit que vous pouvez installer, mais qui demandera à ce que vous ayez donc une infrastructure donc serveur un peu plus fournie. Et chaque site qui nécessitera justement donc une connexion se devra d'être configuré à travers les pare-feux et les proxys pour pouvoir dialoguer directement donc sur une maquette commune si nécessaire. Et nous avons aussi une solution, je dirais, largement plus simple en termes de mise en place, qui est BIM 360 Design. Donc en passant par le cloud, on aura cette possibilité donc d'offrir une connexion à distance pour n'importe quelle personne qui serait invitée donc à collaborer sur un projet. Donc là, lors de ces missions, donc au démarrage d'un projet maquette numérique, il nous est nécessaire du coup de nous pencher justement sur les outils de collaboration pour s'assurer de pouvoir échanger de manière plus dynamique possible. Alors un point qui est très souvent un point de discorde au sein de beaucoup de corps d'État, géolocaliser, comme dire, un projet. Alors la géolocalisation est un concept lié au géomètre, et comprendre ce concept de géolocalisation nécessite de connaître aussi ce métier. Alors en tant qu'archi, ça nous paraît très abstrait de devoir géolocaliser un projet. Et pourtant, ça a une utilité pratique. Déjà, dans un premier temps, on va tirer parti du travail effectué, comme dire, par le géomètre, ce qui me paraît important. Cette collaboration démarre déjà à situer, comme dire, notre bâtiment sur un terrain, sur une zone. Et on a cette capacité aujourd'hui à dire au géomètre, envoyez-nous donc votre fichier géolocalisé, et nous allons déjà donc importer votre système de coordonnées pour pouvoir le renseigner dans notre future maquette Revit, et notamment donc au niveau de l'archi. Alors, forcément, le côté système de coordonnées n'existe pas dans Revit, mais c'est pas grave. Rien ne nous empêche, malgré tout, de renseigner les longitudes et latitudes à travers notre système, même si on ne sait pas se balader sur le globe entier, mais on sait interpréter, comme dire, cette information pour garantir une collaboration, de synchronisation lors d'une mission de synthèse, par exemple. Je prends un produit comme Navisworks, qui saura naturellement resuperposer l'ensemble des fichiers, que ce soit donc fichier DWG, donc avec le terrain, notamment avec Civil 3D, la maquette Revit, donc le format fichier RVT, et puis d'autres formats de fichiers qui auraient été, comme dire, géolocalisés. Donc on aura cette possibilité, comme dire, de superposer donc l'ensemble des données, les retrouver à la fois sur la bonne altimétrie, la bonne orientation du nord géographique, et on pourra ainsi, comme dire, travailler ensemble avec la même précision.
Donc nous, ce qui se passe, c'est qu'à travers Revit, on a deux choses à définir. Donc nous avons le point de projet, alors qui paraît très abstrait pour beaucoup d'utilisateurs Revit qui se disent c'est à quoi le point de projet? Le point de projet permet déjà de situer justement à travers le globe votre bâtiment. Alors, nous dans Revit, on ne sait pas travailler à l'espace infini, on a un espace confiné. Pour vous donner une idée, on a une circonférence on a un diamètre, je dirais, de surface d'à peu près 32 km, comme on dit, donc exploitable dans l'espace de travail de Revit. Alors, ce qui paraît peu, justement, par rapport au monde de l'infrastructure, mais pas grave. On est capable de se synchroniser, et grâce à cette information apportée, à travers le point de projet, on va savoir situer, justement, notre projet aux bonnes coordonnées. Le point de topo, ça aussi, ça a été une information qui a toujours été mal comprise. Elle sert à délimiter, en fin de compte, le terrain où on ira, construire donc, le bâtiment. Donc nous, ces deux points peuvent être très proches, tout en ayant été renseignés par rapport aux informations délivrées par le géomètre. Et ça fonctionne très bien aujourd'hui. Alors, l'altimétrie, quand il s'agit de gérer le NGF, combien parmi nous se pose toujours la question de dire, à travers Revit, il me faut à la fois l'altimétrie relative au bâtiment, c'est-à-dire quand je démarre du rez-de-chaussée de ce bâtiment, j'ai le R+1, le R+2, alors ça peut être du plus 3 mètres, du plus 4 mètres, tout ce qu'on veut. Comment accéder à la fois à cette information et en même temps avoir le NGF pour situer l'altimétrie par rapport au niveau de la mer. Nous, on sait bien faire. À partir du moment où on va générer une maquette VRD, on va renseigner le terrain, on aura collaboré justement avec les géomètres, on aura renseigné toutes ces informations stratégiques, et au moment où on viendra synthétiser la maquette VRD et la future maquette hiérarchie, on va pouvoir demander à nos systèmes de cotes d'extraire ces informations selon le point de projet qu'on aurait interrogé. Donc quand je suis dans ma maquette archi, je demanderai cette relativité par rapport au rez-de-chaussée. Et quand j'aurai donc la maquette VRD en lien externe, je saurai demander le NGF. Et ça fonctionne très bien. Okay. Alors ce paramétrage, il est à faire une fois, vous démarrez votre projet, et une fois qu'il est réalisé, on n'a plus à y toucher. Et ça fonctionne très bien. Bon, ça c'est une chose que je rappelle systématiquement pour s'assurer de pouvoir garantir l'orientation, l'implantation, de votre projet. Alors nous avons aussi un autre système de géolocalisation dans Revit. Beaucoup l'ont confondu comme étant une information à renseigner en conformité avec le géomètre. Pas du tout. Là, ça n'est que de l'information thermique. On va géolocaliser le projet pour pouvoir collaborer avec les services de simulation thermique. Point barre. Alors, on a affaire à un service qui s'appelle BIMMAP. Donc ça, c'est ce que vous voyez directement dans Revit, je ne vous cache rien, capture d'écran, et qui permet donc de retrouver une adresse. Alors, vous pouvez aussi rentrer longitude, latitude pour localiser votre projet, ça fonctionne très bien. Ou alors, vous pouvez même rentrer une adresse, comme vous feriez, sur Google Maps ou d'autres services de cartographie, et le système va vous situer réellement, l'adresse. Et là, ce qu'on va avoir comme bénéfice, c'est de retrouver des stations météo, il y en a à peu près presque une dizaine, mises à disposition, et qui vous font un état des températures sur l'année, donc les valeurs minimum, les valeurs maximum, donc observées, et ça nous donnera déjà les tendances, justement, donc pour identifier l'aspect chauffage, climatisation qu'on aurait à appliquer dans ce futur bâtiment. Alors vous voyez que le côté conception est assez intéressant pour nous, puisque avant même de démarrer le projet, on est capable d'apporter un lot d'informations qui sera géré stratégiquement par la suite. Et vous allez voir dans quel contexte. Alors ces moyennes de température vous donnent aussi les taux d'humidité, donc pour ceux qui auraient à travailler sur l'aspect génie-clim, pourront déjà se servir de ces informations. Alors c'est de la donnée gratuite, ok. Elle date à peu près, donc là pour nous c'est 2006 ou 2004, je sais plus, ouais. Ces températures ne varient pas énormément, donc on est à peu près à 1 ou 2 degrés de différence avec le réchauffement climatique, mais bon, justement, c'est là où on va se dire, pour nous, on va optimiser donc la nature, la conception de notre bâtiment, en se servant déjà donc de cette base d'informations qui couvre la Terre entière. Alors, le vrai sujet pour les archis, c'est de démarrer un projet. Alors, beaucoup m'ont toujours dit, vous savez, j'ai besoin de concevoir un bâtiment, mais je n'ai aucun besoin déjà d'implanter des murs, des fenêtres, des portes. Je veux avoir cette liberté de conception, recherche de forme, recherche de volume, et du coup répondre aux cahiers techniques donc, qui m'est imposé par rapport au site, à la situation historique, du site que vous avez à construire. Alors pas de souci,
nous avons ce côté esquisse forme libre qui existe à l'intérieur de Revit. Je peux créer des formes, je dirais en très peu de temps, les associer, tout en ayant quand même cette notion de précision. Je peux rentrer des cotes avec précision, au millimètre près si nécessaire, hein, donc, sachant qu'on préfère quand même travailler au centimètre près. Et ces volumes, je vais les agencer au fur et à mesure, et je pourrais même présenter ce qu'on appelle des variantes. Rien ne m'empêche de construire donc différents volumes, les intégrer dans mon futur projet, et du coup tester justement ces volumes à occuper, comme dire, dans un espace donné. Alors ce que je vous ai mis juste là, c'est une analyse, une pré-analyse en fin de compte de ces volumes à occuper. Alors, ça qui est intéressant, c'est que dans ce côté volume conceptuel, je ne fais pas que modéliser. Je vais déjà pouvoir exploiter, comme dire, des données importantes, notamment les surfaces au sol théoriques que je pourrais récupérer de ces volumes. Ça, c'est le côté intéressant. Et si j'ai des variantes à proposer, la table de nomenclature que je vais du coup constituer, donc là j'ai un outil qui me permettra de créer une nomenclature dynamique, et j'insiste, parce que là on est vraiment dans le temps réel, chaque modification apportée mettra à jour cette table de nomenclature. Et je pourrais du coup défendre un petit peu mon projet en indiquant quel serait donc le projet le plus optimum, le plus intéressant, par rapport donc aux solutions donc à proposer. Là, une fois cette esquisse, comment dire, montée, je peux donc ajouter, compléter différents volumes, les attacher, les détacher, agir sur les bords, les poignées, et je peux aller sur de la conception très, je dirais, très conceptuelle. Alors juste pour vous montrer, parce que je pensais que j'avais pas Revit sur le coude, j'ai Revit. Et j'adore montrer ce que je présente. Donc du coup, un peu de live, ça fait du bien. Vous avez ce côté donc sketch en temps réel. Donc j'ai un espace qui me permet, vous voyez, donc là je pars vraiment avec mon produit dans l'état d'installation, donc de départ, donc j'ai rien configuré de particulier. Je peux en un clic, hop, aller chercher des formes qui peuvent donc m'intéresser. Là, récupérer donc ce cadre, je vais lui demander donc à le transformer, et je peux agir au niveau donc hop de sa surface, pardon. Je peux agir au niveau donc des bords. Je peux choisir d'agir sur directement donc une extrémité, pardon, et je peux fonctionner selon les différents triades qui me sont proposés. Vous voyez que j'ai le moyen de demander à mon système donc à m'adapter par rapport aux résultats donc de ces formes, et je peux encore agir dessus pour pouvoir donc extruder et transformer, comme dire, cette forme. Ce bâtiment est très conceptuel, j'adore. Je peux encore m'amuser à supprimer directement, comme dire, donc des points, et vous allez voir que le bâtiment va prendre une forme complètement, je dirais, complexe. Donc là, on va voir du NURBS. Et je peux me servir donc de ce projet pour commencer à habiller mon futur projet. Donc l'idée, c'est de se dire, j'ai cet espace où je vais travailler ma forme avec beaucoup de simplicité. Donc je peux arriver ici et dire, bah, tiens, je veux compléter donc une autre forme. Top. Je récupère donc celle-ci. Hop, hein, je vais, voilà, me trouver à peu près donc ici. Ok. Donc, je vais vérifier que je sois sur le bon plan. Ah bah non, je suis parti un peu trop vite, excusez-moi. Oh, voilà, c'est ça. Ah oui, parce que l'idée, c'est de savoir sur quel plan je travaille. Alors, le plan, je peux tout simplement le sélectionner. J'ai oublié de faire cette petite manip. Et ensuite, dire je travaille mon esquisse. Là, ça va être largement mieux. Je régénère donc mon volume. Et là, je peux le placer comme je veux. Donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, vous avez aussi bien moyen de choisir les faces qui vous intéressent, retravailler sur les bords, et demander ensuite à attacher, comment dire, les deux éléments. Donc je peux choisir une des formes, toc, ici, et lui dire, toc, 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 je vais donc ici t'attacher. Voilà. Alors, j'oublie de faire ça, voilà. Et là, vous pouvez deviner, en sélectionnant donc l'ensemble, vous pouvez deviner qu'il y a déjà eu un lien mécanique entre les deux formes. Et là, c'est déjà pour moi une matrice que je vais pouvoir habiller. Donc ça veut dire que je peux décomposer ce travail de conception. Donc j'ai cette première approche de conception libre, et je vais dire, bah tiens, au reste de l'équipe qui aura à habiller donc mon projet, vous allez vous occuper, comme dire, de celui-ci. Pour ça, hop, ce qu'on va faire, on va lui dire, charge-moi donc cette famille dans le projet actif. Oui, toc, toc, qui arrive ici. Là, pour vous donner donc une petite idée de ce que ça représente. Sachant que j'ai déjà des niveaux qui sont déjà présents, je vais pouvoir lui dire ici, associe-moi donc les niveaux déjà existants. Et ce côté sol analytique est déjà donc dispo pour comprendre les surfaces que je pourrais donc extraire et analyser donc sur l'ensemble de mon bâtiment. Et
si le besoin se fait ressentir, je dis tiens, j'ai besoin donc de niveaux supplémentaires que je n'avais pas, du coup, complété. Donc je vais, et c'est super difficile pour moi de bosser, j'ai pas pris mes lunettes, tu vois, ce qui n'était pas prévu. C'est ça la vieillesse. Mais je vous rassure, on l'assume complètement. On va prendre la fonction réseau, et là, je vais dispatcher. Je vais prendre quoi? Allez, je vais en rajouter 5 de plus. Voilà. Alors ça, c'est le côté assez sympa de Revit. C'est de vous démontrer qu'on est capable de concevoir, mais ça n'est pas du dessin classique. Je peux revenir dessus. J'ai ce réseau que j'avais défini tout à l'heure. Je me suis rendu compte que j'en ai pas assez. Je peux venir changer la valeur et je peux l'éditer, comment dire, en temps réel. Alors là, ce que je vais faire maintenant, c'est lui dire, par rapport à ces sols théoriques, hop, je vais juste faire ça pour éviter d'avoir voilà, les étiquettes de trop larges. Je reprends donc ce bâtiment conceptuel et je vais lui compléter directement les niveaux qui me manquaient. Toc. Et là, en très peu de temps, vous avez donc l'analyse et la situation des différents sols présents dans ce potentiel bâtiment. Je peux donc, là encore, me dire, bah tiens, si j'ai besoin donc d'habiller ce bâtiment, je peux lui plaquer donc des sols, je peux lui plaquer des murs, je peux lui plaquer un certain nombre de choses. Et pour cela, j'ai effectivement donc des outils appropriés. Je dis, bah tiens, je vais plaquer un mur. Et je vais aller chercher cette forme qui est complexe, cette face qui est complexe. Et vous allez voir qu'en très peu de temps, donc, il saura habiller cette surface pour pouvoir faire peut-être un mur rideau, une surface vitrée. Je pourrais la transformer à ma guise. Et ça, c'est là toute je dirais, la simplicité du workflow, comme on dit de Revit, c'est de dispatcher, comme dire, les tâches et de se dire, bah tiens, dans l'aspect conceptuel, si j'ai des éditions donc à effectuer, je dis tiens, je voudrais modifier la hauteur de cette flèche, hop, je la modifie, je la recharge dans le projet donc existant, ok, et dans le projet existant, je me rends compte qu'il y a eu une modification, et tous les objets connectés, comme dire, à cette forme conceptuelle, il faudrait la mettre à jour. Bah, c'est très simple, je vais aller récupérer donc la forme en question, celui-ci va me dire, bah, je vais chercher tout ce qui était associé à cette forme, et je vais pouvoir lui demander donc de se mettre à jour. Et là, toc, rectification, ça a été fait. Donc ce gain de temps que l'on est capable d'obtenir à travers Revit, c'est d'imaginer justement le dispatch des tâches de chacun et s'assurer de pouvoir dire, ben, je travaille sur l'aspect conceptuel d'un côté et je laisse au reste de mes équipes le moyen d'habiller et de renseigner de façon plus détaillée combien mon projet. Voilà, ça vous donne déjà une petite idée de ce qu'on est capable de faire et tout en ayant bien sûr des renseignements stratégiques tels que les surfaces, les niveaux associés. Donc on peut aller déjà très très loin en ayant je dirais, peu d'infos construites, comme dire, donc, dans le projet. Dans la phase avant-projet sommaire, parce que je pourrais faire beaucoup de choses, mais là du coup je risque de dépasser un peu de mon temps, je vous donne déjà un peu de résultats visuels, comme dire, donc finalisés. Là j'ai un projet au Dubon par exemple, qui vous montre bien qu'à travers justement ce renseignement d'éléments construits, mon bâtiment va prendre forme, donc je vais gérer les sols, les murs, les façades vitrées, les entrées, portes, fenêtres, etc., les équipements qui se trouveront à l'intérieur, le mobilier. Donc, généralement, et paradoxalement, sur Revit, on travaille en 2D. Et ce qui est génial, c'est qu'on obtient déjà, justement, cet environnement donc tridimensionnel. Le point fort, bien sûr, de ce produit, c'est de se dire que tout ce qui est coupe élévation est à dispo à n'importe quel moment. Ce n'est pas des objets... la notion de coupe ou d'élévation ne sont pas des informations calculées, ce sont des informations interprétées. Ça change quoi? Ça change que si je viens modifier n'importe quel objet construit dans mon projet, et quel que soit sur la vue, toutes les vues liées se mettront à jour. Et ça, en temps réel. Et ça, c'est vraiment le point important de vous dire, je ne suis pas obligé de travailler uniquement sur la 2D, finir mon travail pour ensuite lancer un calcul. Chaque modification apportée sera répercutée sur toutes les vues concernées. Et ça, c'est plutôt pas mal. En termes de détails, sachez que Revit vous fournit tout un tas de familles, on appelle ça les familles. Alors pour ceux qui utilisent AutoCAD, on va appeler ça des blocs. Et nous, on a quelque chose de plus intelligent. Les familles. Les familles, ça nous permet non seulement d'être assistés dans la conception, c'est-à-dire que si vous avez un luminaire, si vous avez un bouton de poussoir, si vous avez un mobilier, tout est géré pour savoir où vous positionnerez combien ce matériel. L'altimétrie, la face sur laquelle vous devez la concevoir, et les éléments qui devront interagir entre eux. Et ça, c'est plutôt sympa. Exemple, je n'ai aucune possibilité de mettre une porte dans le vide. S'il n'y a pas de mur, on dira non, c'est pas possible. Vous voyez, il y a cette notion d'assistance dans la construction. Et ça, c'est le point plutôt intéressant comme dire de Revit. Vous avez moyen de manière dynamique, comme vous le voyez ici, donc de créer des coupes.
pour mieux comprendre un petit peu l'intention de votre conception. Et ça, c'est génial. Au moins, avec vos collègues, vous pourrez discuter, échanger, justement, donc de vos choix stratégiques. Et vous avez aussi ce côté immersif, où on peut créer une caméra qui nous permettra donc d'avoir ce visuel. Alors, j'ai volontairement laissé toutes mes vues en maquette blanche. Ça, c'est la signature de l'architecture. Et ça, vous voyez que Revit est capable donc de le faire. Donc, il n'y a aucun souci. On peut choisir donc d'avoir des aplats de couleurs donc au niveau de vos vues, ou d'avoir donc ce côté maquette blanche pour présenter comment dire vos projets. Donc, c'est plutôt le point crucial. Autre point qui m'intéresse, combien parmi vous se pose la bonne question d'orienter le bâtiment par rapport au sud? C'est difficile, hein. Alors, grâce à ce produit, vous avez justement les lieux-donc qui vous permettent d'identifier l'incidence du soleil. Donc, l'orientation de votre projet vous permettra de savoir quelle sera la projection des ombres, quel sera donc l'apport solaire donc au niveau de votre bâtiment. Et ça, vous pouvez de manière dynamique, excusez-moi, donc choisir l'horaire, le jour de l'année qui vous convient pour effectuer cette simulation. Donc, la notion d'étude d'ensoleillement donc est possible à travers Revit. Et on a une petite simulation qui vous permet de dire, bah tiens, sur 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois, quelle serait donc la notion d'apport solaire donc à l'intérieur de ce projet. Ça fonctionne plutôt pas mal. À tel point, et ça je pense que Julien qui vient d'arriver vous en parlera aussi, nous avons donc un service sur le cloud qui s'appelle Autodesk Insight, qui permet de dire à votre maquette, une fois qu'elle est modélisée, alors on peut partir de ce volume conceptuel que je vous ai montré, c'est possible, comme on peut aussi demander à envoyer la maquette qui sera davantage détaillée, l'envoyer sur ce service pour avoir des indices de coût au mètre carré, qui représenteraient comment dire, vos choix techniques au niveau de ce bâtiment. Est-ce que vous avez choisi du simple vitrage, double vitrage, du triple vitrage? Quelle est la consommation potentielle comment dire, de ce bâtiment si vous êtes dans du logement, dans du tertiaire, dans l'industriel? On pourrait donc donner quelques indicateurs, quelques référentiels, et ça nous permettra donc de savoir si le bâtiment a un côté énergivore ou pas en très peu de temps. Et vous avez une petite pastille qui apparaît ici, qui vous dira, si c'est en rouge, vous surconsommez très vite par rapport à vos choix stratégiques. Alors c'est vrai que la complexité, c'est d'avoir d'un côté des matériaux de haute qualité mais qui coûtent cher à l'achat, et en ayant un bilan énergétique qui soit quand même assez équilibré. Bon, lors de son fonctionnement, on évite quand même de surconsommer l'énergie pour rien. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un outil d'aide à la décision. C'est pas un outil qui vous donne un côté normatif dans vos choix. Ça vous permet juste de savoir si vous vous orientez correctement dans vos choix constructifs, et à ce moment-là, vous changerez comment dire ces caractéristiques à travers les données donc de la maquette. Toutes les familles que je peux vous évoquer sont associées à la notion de matériaux. Et dans ces associations de matériaux, je peux rentrer le coefficient thermique, je peux indiquer la nature de ce matériau. Je vais pouvoir dialoguer plus facilement avec des services tels que les bureaux d'études de simulation thermique, et du coup, leur donner mes orientations, mes choix, et eux sauront vous conseiller au mieux sur ce qui se fait de mieux, ce qui est complètement innovant, à l'intérieur de vos choix, comment dire, donc, techniques de la maquette. Donc là, Autodesk Insight a ce petit côté intéressant comme étant un outil d'assistance à votre aide à la décision, mais en aucun cas, comment dire, donc, est un outil normatif. Je vais vite parce que là, du coup, je vais en 5 minutes. Alors, dans le côté documentation, combien m'ont toujours dit, dans Revit, c'est pas de l'AutoCAD. Ah bah oui, c'est pas de l'AutoCAD. Je suis désolé. Construit. On est sur des maquettes numériques. Vous êtes déjà à la place, comment dire, donc, du maçon qui a besoin de poser sa première brique pour pouvoir construire. Ben, dites-vous qu'à travers Revit, on est déjà dans cette simulation, la virtualisation, comment dire, de la construction. Pourquoi? Parce qu'on apporte un maximum d'informations techniques, des métadonnées, comme dire, donc, à des objets constructifs, et qui vont être programmés pour vous aider justement à concevoir votre maquette de façon la plus stratégique possible. Donc là, par contre, ce qui est possible dans Revit, c'est d'extraire ces informations et du coup, d'en retrouver donc, des détails, tels que les coupes. Les niveaux de détail peuvent être très poussés, mais à condition de les paramétrer. Si votre famille n'est pas paramétrée, vous aurez quelque chose de très simplifié. Par contre, si celle-ci est paramétrée, et là, tous nos partenaires aujourd'hui ont ce retour d'expérience, de savoir vous aider à obtenir ce type de résultat, et vous verrez qu'en très peu de temps, en mettant juste votre ligne de coupe, votre ligne de détail, vous obtiendrez ce niveau. Et tous les étiquettes que vous voyez apparaître ici, je n'ai pas eu besoin, comme sur AutoCAD, de les taper un par un. Je suis feignant, vous savez, je suis informaticien à la base. Donc, ce qui est rentré une fois, je n'ai pas envie de le ressaisir une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, grâce à ces étiquettes,
j'irai chercher déjà l'information embarquée dans l'objet. Et là, vous gagnez du temps. Tout le côté chronophage de dessin va être géré par Revit. C'est ça qu'il faut garder en tête. Petit point que j'ai souligné ici, c'est qu'on peut exporter ou importer forcément des formats DWG. N'oubliez pas que ces licences type AutoCAD ne sont pas à mettre au rebut. Ah, c'est pas parce que je suis dans la maquette numérique que je n'ai pas besoin de détailler des choses un peu plus mécaniques. Et c'est vrai que là, il faut plutôt s'adresser à un logiciel de dessin approprié. Donc AutoCAD aura toujours ses lettres de noblesse à collaborer justement avec l'environnement Revit. Gardez-le en tête. Alors pour ceux qui font de l'archi, mais elles sont plus artistiques, détaillées, bah, sachez qu'on peut aussi importer des formats de fichiers autres que RVT. Du JPEG, du SketchUp, du DGN, du SAT. Donc on a des formats comme ça qui ne sont pas propriétaires à Revit, mais qui peuvent être importés et embarqués directement dans le format. Donc là, pour vous montrer ici, cette petite capture d'image d'un JPEG qui a été spécifié pour définir un panneau décoration à l'intérieur du projet, on voit bien que cette image JPEG peut être plaquée comme lien sur les murs et apparaître en visuel lors des rendus photoréalistes. Les quantitatifs, je fais vite. La partie quantitative, sachez qu'on peut à n'importe quel moment donc quantifier tous les éléments présents dans la maquette, les organiser selon nos besoins, les filtrer, les trier. Donc gardez ça aussi en tête et on peut bien sûr les exporter. Je pense que beaucoup d'entre vous aiment bien Excel pour documenter autre chose. Donc on sait les exporter vers ce format. Donc il n'y a pas de souci. Les mises en page, quel bonheur. Quels sont ceux qui utilisent AutoCAD? Ils ont toujours des problèmes d'échelle. Alors, je dois rentrer le facteur d'échelle 20 XP parce que, ah non, pour avoir du 1 centième, il me faut rentrer 0,3 XP. Non, plus besoin. Chaque vue que vous allez importer, si vous dites je veux 1 cinquantième, du 1 centième, ce sera directement intégré. Et vous saurez si votre vue, comment dire, s'implante directement dans la mise en page prévue, à 0, à 4, etc. C'est quand même très visuel. Donc ça, c'est le côté donc assez intéressant. Et je finirai par le côté rendu photoréaliste. Bah oui, parce que à travers Revit, vous avez aussi moyen donc de lancer des rendus. Donc ça, c'est un petit rendu que j'ai lancé qui m'a pris à peine 1 minute, avec une machine de guerre, bien sûr. Je suis un joueur. Hein. Et bah là, en ayant quelques réglages, les matériaux ont été déclarés dans les différents éléments construits, que ce soit les sols, les fenêtres, le cadre des fenêtres, les murs ou autre chose. On peut associer la peinture, on peut faire tout ce que l'on veut. Et le rendu a pris à peu près 1 minute pour un rendu ce qu'on appelle moyen. Et ça, c'est la vue de travail de Revit. Vous voyez donc la différence entre la droite et la gauche. Donc on peut aller très très loin. Et si ça ne suffit pas, sachez que vous avez un site qui s'appelle galerie.autodesk.com. Prenez-le en photo, hein, ça fonctionne très bien. Vous avez beaucoup d'exemples de rendus qui ont été faits par différents utilisateurs qui ont eu, je dirais, la générosité, comment dire, de mettre à disposition donc leur travail. Et vous voyez que dans le monde de l'archi, vous avez tout un tas de rendus, donc rendu extérieur, rendu intérieur. Et vous voyez la qualité, comment dire, de ces rendus qui ont été tout simplement calculés par ce service cloud. Alors qui est, bien entendu, payant, sauf si vous allez en mode brouillon, vous pouvez dire, bah, tiens, je teste déjà mon premier rendu, c'est gratuit. Et ensuite, quand vous avez besoin de pousser les curseurs pour avoir une meilleure qualité, là, ça deviendra donc payant. On appelle ça les crédits cloud, qui vous permettront donc, du coup, de générer des images largement plus détaillées et imprimables à des qualités, je ne dis pas 4K et bien plus. Et je suis on time. Merci. Vous avez des questions ou pas? Ça vous a paru clair? Ça vous a donné envie? Vous reviendrez.